époque, ça n'était pas les enfants qui choisissaient, c'était les parents. Alors on avait décidé que je serais sage-femme. Heureusement que c'est un métier qui m'a plu par la suite, parce qu'au départ, je n'étais pas tellement réjouie, mais j'avais trouvé une solution à mon problème. Avec une année de plus, je pouvais être infirmière militaire. Et j'avais une amie qui venait de partir, ma meilleure amie venait de partir au Maroc. Moi aussi, je rêvais des colonies. À cette époque, c'était le rêve de la plupart des jeunes. Et je voulais être infirmière militaire au Liban, qui était alors sous protectorat français. Voilà. L'école de sage-femme avait été transférée à l'Hôtel-Dieu à Lyon. Les hospices de la Charité allaient être démolis et tout ce qui était médical était parti à Grange-Blanche. Et on avait laissé une maternité, même 2 maternités à l'Hôtel-Dieu, dont l'école de sage-femme. C'était la première année, mais comme j'étais la plus jeune de la promotion, je n'avais pas eu de place à l'internat. Et comme à cette époque, on ne laissait pas une jeune fille de 19 ans courir les rues toute seule, j'étais dans un pensionnat religieux, chez des religieuses Saint-Vincent-de-Paul, rue Bourgelat, et tous les matins, une religieuse m'amenait jusqu'à l'Hôtel-Dieu et revenait me chercher le soir. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, parce qu'il y a une petite jeune fille qui n'a pas pu s'habituer, et j'ai pris sa place à l'internat. Il y en avait tout de même qui exerçaient en ville, mais on commençait à trouver quelques cliniques dans les villes. Puis enfin, il y avait des maternités, à Roanne par exemple, à Montbrison, à Saint-Étienne, mais la plupart des sages-femmes exerçaient à la campagne, parce que les médecins commençaient à en avoir marre de faire les accouchements, ils étaient mobilisés souvent trop longtemps, et leur cabinet en souffrait, leurs visites, et puis enfin... il n'y avait pas tellement de téléphone, tout était beaucoup plus compliqué que maintenant, parce qu'il n'y avait presque pas de téléphone, il n'y avait pas tellement de moyens de locomotion, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Il y avait donc une sage-femme, à Saint-Germain, il y en avait une à Saint-Martin, il y en avait 2 à Saint-Jean-Chevalet, une à Juré, 2 à Bouin. À Saint-Germain, il y avait eu pendant longtemps Madame Colomba, enfin quand je suis arrivée, moi, elle était morte. Et c'était tout à fait différent maintenant. Bien, au siècle précédent, il y avait des matrones qui s'occupaient des futures mamans. Mais enfin, les matrones, ça n'existait plus. Il y avait tout de même des sages-femmes depuis le siècle dernier. D'ailleurs, rien n'était compliqué parce qu'on disait toujours, bon ben, c'est un acte naturel. C'est pas une maladie, quand la poire est mûre, elle tombe, et voilà, c'était très simple. Mais après, il y a eu la sécurité sociale, et tout de même tout a changé, parce qu'elles ont dû passer des visites régulièrement, 3 visites. Et puis enfin, à cette époque, les gens étaient fatalistes. La mort d'un enfant, c'était quelque chose, on était triste, mais enfin... Puis il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup d'enfants dans les familles, il y a bien beaucoup de familles nombreuses, c'était pas rare, les 7 enfants c'était courant, 10, 12, j'ai même eu une famille où il y en a eu 18, c'était absolument pas rare. Et puis dans tous les villages, non seulement dans les bourgs, mais dans les villages, il y avait toujours des femmes dévouées qui ne s'affolaient pas, qui rassurait l'entourage, parce qu'en principe c'était l'entourage qui était le plus affolé, plus que la femme, et puis qui attendait patiemment qu'on arrive et qu'on fasse ce qu'il y avait à faire. Quand je suis arrivée ici, c'était mon oncle Durand, tu ne l'as pas connu, mais enfin c'est le père de Jean Durand, qui était garagiste et qui me conduisait. Alors il prenait sa monassis, et puis on partait. Et puis, comme en principe il n'avait pas passé son temps à attendre que ce soit fait, il rentrait chez lui, et moi je rentrais, soit à pied si c'était pas trop loin, encore qu'il m'est arrivé de revenir d'assez loin, soit par le taco, j'attendais que ce soit l'heure du taco, ou alors s'il y avait une voiture et un cheval dans la ferme où j'allais, on me ramenait avec la voiture et le cheval. Et puis en 1938, j'ai acheté d'occasion un cabriolet 201, un banquier de Saint-Jean-Chevalet,
Et alors après, j'étais autonome, j'avais ma voiture, et alors c'était bien. Mais enfin, c'était le cabriolet qui démarrait à la manivelle. Ça tournait pas toujours comme une horloge? Non, ça tournait pas toujours comme une horloge, mais c'était très simple. Tu sais, tu ouvrais le capot, tu accédais tout de suite au carburateur, tu démontais tes bougies, tu les faisais chauffer. Quand c'était la nuit, j'allumais mon feu de cuisine avec une poignée de beline pour faire chauffer mes bougies quand il faisait très fort. Je faisais pas ça quand même toutes les nuits. Et puis, bon, bah, s'il fallait démonter le carburateur, souffler dans le gicleur, tout ça je savais faire. Il fallait aussi que j'assure quelques visites médicales parce que les deux médecins ont été mobilisés, le docteur Boyer et le docteur Durantec, et il ne restait que le docteur Boyle qui commençait à être très âgé. Alors on m'appelait pour les enfants surtout. Et cet hiver-là, il y a eu une épidémie de bronchopneumonie. Et la bronchopneumonie à l'époque, c'était la plupart du temps mortelle avant 2 ans parce qu'on n'avait pas de moyens. On avait quelques sirops, on avait des ballons d'oxygène, mais c'était tout. Alors, et puis en 1942, quand j'ai connu mon mari, et il m'a fait acheter une petite moto, une Mania de Bon, qu'on fait acheter une petite moto, une Mania de Bon, qu'on a payé à l'époque, on a acheté ça à Saint-Étienne, on a payé ça avec du ravitaillement, les poulets, du beurre, des œufs, comme on faisait à l'époque, quoi. Et votre chien devait vous rendre service, là, quand vous partiez en moto, surtout la nuit, c'était quand même pas très rassurant. Une fois en moto, mon chien ne me suivait pas. Jamais. Et quand je partais en vélo, et puis quand je partais en voiture au début, là, en 38, si, j'avais toujours avec moi, et je lui ai usé les pattes à ce pauvre chien, parce qu'il a fait pas mal de kilomètres à me suivre. Donc la grand-mère avait allumé le feu, elle avait préparé de l'eau qui commençait à bouillir. Et puis en principe, quand j'arrivais, on commençait à préparer le lit. Mais j'ai dû lutter là parce qu'on avait bien l'habitude de m'apporter des draps sales. C'était pas la peine qu'on m'en apporte des propres puisqu'on allait les salir. Enfin, moi je me suis battue, je tenais bon pour avoir au moins des draps propres. Et sous les draps, on mettait des sacs de toile de jute, on mettait des papiers, c'était vraiment une habitude. Et puis, ma foi, les fermes étaient tout ce qu'il y a de rustique, hein. Il y avait encore des cuisines avec la terre battue. C'était pas comme maintenant, il n'y avait pas d'eau sur l'évier. Il y avait de l'eau au puits, qu'il fallait aller chercher l'eau. Et dans les bourgs, oui, on commençait tout de même à avoir l'eau courante, mais je n'avais pas que la clientèle dans les bourgs, j'en avais surtout à la campagne. En majorité, oui, parce que, oui, en majorité, mais enfin, dans les bourgs, il y avait tout de même des commerçants, des artisans, des fonctionnaires, des bourgeois, et mon Dieu, j'allais chez tous ces gens-là. Et puis les romanichels qui mettaient leur roulotte au pont, aux zones abulies, et puis on venait me chercher pour faire l'accouchement dans la roulotte. Je n'allais pas que dans des roulottes, j'allais aussi dans des châteaux. Et là-haut, à Saint-Jean-Chevalet, chez la fille de la baronne de Meaux, qui a accouché pendant la guerre. Elle avait l'habitude d'accoucher à Paris et c'était toujours très compliqué. En principe, elle avait 3 mois où elle faisait des phlébites, où tout allait de travers. Alors là, j'ai dit oui, moi je veux bien aller faire cet accouchement, mais je procéderai comme j'ai l'habitude de faire avec mes clientes habituelles. Et on m'a laissé faire d'ailleurs, je l'ai fait lever comme tout le monde et elle était ravie parce qu'elle n'a pas eu de phlébite. Il y avait une bonne sœur qui était là comme garde, bien entendu, parce que en principe, chez les bourgeois, même dans certains milieux aisés, il y avait toujours une garde d'accouchement qui s'occupait de la maman et du bébé. Alors là, c'était une religieuse qui avait l'habitude de la suivre et qui se frottait les mains et qui me disait « Je suis très très contente parce que je suis sûre qu'à Paris, ça aurait pu se passer très bien si on l'avait fait lever. » Ben, je dis « Oui, mais tout s'était très bien passé. » Je me souviens que la vieille baronne, quand elle devait quand même être un peu inquiète de penser que sa fille était entre les mains d'une modeste sage-femme de campagne. Alors elle m'avait dit, quand j'avais dit oui madame, on va commencer à avoir la tête. Oh mon Dieu, je vais réunir les enfants des écoles pour aller à la chapelle et réciter je ne sais quoi.
Enfin, elle avait réuni les enfants de l'école libre, et puis elle est revenue, tout était fini, tout allait bien. Non, elle m'a dit, je vais aller leur faire chanter un Tédéum. Quand j'arrivais, si ça n'était pas le moment, mais de toute façon, avant d'examiner ma femme, je me lavais les mains parce que c'était l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques et on nous obligeait à l'école à se laver, à se brosser les mains, même tout l'avant-bras et brosser pendant... On avait une vieille sœur Berlioz à la salle d'accouchement, elle regardait sa montre, il fallait se brosser, je me souviens plus si c'était 10 minutes, mais pendant vraiment un bon moment. Alors là, je commençais à me laver, à me brosser les mains, et puis je préparais dans un bol une mixture avec de l'alcool à brûler et de la teinture d'iode. L'alcool à brûler, il y en avait toujours dans les fermes parce que c'était l'époque, vous ne connaissez pas ça, mais enfin vous pouvez voir ça dans les musées. Il y avait des petites lampes à alcool qui servaient toute la journée et la nuit quand on avait besoin de faire chauffer quelque chose. Alors il y avait toujours de l'alcool à brûler. Alors, je faisais mon petit mélange et puis je me trempais bien les mains. Il fallait voir dans quel état j'avais les mains d'ailleurs. Et puis j'examinais ma cliente. Si c'était le moment, bon, ben, j'attendais. C'était pas le moment. C'était le moment de la faire pousser. Je lui faisais prendre appui sur ma hanche gauche. Alors donc je la faisais pousser et jusqu'à ce que le bébé vienne. Et puis de l'autre côté, il y avait une voisine ou une grand-mère qui tenait l'autre jambe. Quelquefois c'était sur des lits très très bas parce qu'on commençait à être la mode à la campagne, des lits très bas. Et il fallait que je me mette à genoux parce que c'était pas possible autrement. Là, c'était pénible. Et s'il faisait très très froid, parce que c'était très inconfortable les maisons, il y avait juste à la cuisine où il y avait du feu, mais autrement dans les chambres, à part dans quelques maisons. Alors je prenais une bassine en fer, je versais 1 litre d'alcool à brûler, et puis je mettais le feu, et ça réchauffait un peu l'atmosphère. Ça réchauffait très peu. Bon, enfin, c'était l'essentiel. Il faisait un peu chaud, et alors dès que l'enfant était là, on l'enveloppait dans une couverture, et il y avait toujours une grand-mère ou une voisine qui le tenait près du feu à la cuisine en attendant que j'ai fini avec ma cliente. Parce que le plus important pour la mère, c'est qu'elle n'ait pas d'hémorragie, que tout se passe bien. Et les suites, tout de suite après la naissance de l'enfant, c'est là où c'est le plus critique. Parce qu'on peut faire brusquement une hémorragie, mais enfin, c'était mon métier, je savais m'en rendre compte, alors j'attendais que ça ne risque plus rien. Et à ce moment-là, après, j'allais m'occuper du bébé. Entre-temps, j'avais flambé mes instruments, puis les instruments, ils se réduisaient à peu de choses. À 2 pinces pour le cordon et une paire de ciseaux. Et puis j'avais fait bouillir une seringue dans une casserole pour être sûr si j'ai besoin d'une seringue bouillie. Parce qu'à l'époque, c'était pas des seringues jetables. Si le bébé était né, il fallait qu'on réconforte un peu la maman. Et quand l'hémorragie ne craignait plus rien, on lui faisait prendre un bol de café au lait, ou alors du bouillon de poule, parce que le bouillon de poule était renommé pour être tout ce qu'il y a de réconfortant. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'était comme ça. Et je me souviens d'une ferme, là où il y avait une grand-mère, où je suis allée d'ailleurs 7 fois de suite, j'allais tous les ans, et je l'avais accouchée du premier jusqu'au dernier. Et il y avait une vieille grand-mère, je la voyais dans la cour, quand j'arrivais, elle allait, si c'était la nuit, elle allait au poulailler, elle prenait une poule, elle la plumait, elle la faisait cuire, et on avait le bouillon au moment de l'accouchement, et moi je mangeais la poule avant de partir. Et alors elle me disait toujours, vous verrez mademoiselle, oui, vous verrez, la poule sera cuite quand ce sera fini, parce que j'ai une cuivite. Et je me suis toujours souvenue de cette cuivite. La cuivite, c'était l'ancêtre de la cocotte minute. On ne vous demandait pas de baptiser les bébés quand il y avait un risque? Ça, on n'avait pas à me le demander. J'avais appris que quand un enfant risquait de... Tu sais, c'était très sévère à l'époque. C'était les gens... Puis enfin, on le faisait régulièrement. Et quand un enfant risquait de mourir, je le baptisais. Et il m'arrivait même de baptiser, ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais ça m'est arrivé de baptiser un intra-utérin, faire un baptême intra-utérin avec une petite sonde que j'avais, que je mettais au bout de ma seringue. Et là, alors, je baptisais sous condition, je disais, si tu es vivant, je te baptise, mon Père et le Fils et le Saint-Esprit. J'en ai baptisé très souvent, dès que les enfants, quand ils étaient tout petits par exemple, c'était des prématurés, alors on avait peur qu'ils ne vivent pas, on les baptisait. Et de toute façon, à cette époque-là, on baptisait on baptisait tout de suite dans les jours qui suivaient la naissance. D'ailleurs, il y avait des prêtres qui, si on avait attendu trop longtemps, refusaient de sonner les cloches
le jour du baptême, à cause c'était d'ailleurs très vexant pour les gens, on n'avait pas sonné les cloches, l'église n'était pas contente, mais enfin, c'était comme ça. C'était très, très strict à l'époque. C'était un différend qui s'était éclaté entre une belle-mère et le gendre. La fille de cette femme venait d'accoucher, ça s'était bien passé. Est-ce que le mari avait commencé à boire un peu? Enfin, est-ce que la belle-mère a eu un mot déplacé? Et il s'est emporté, il était très violent. Et il a pris la belle-mère, il a serré la belle-mère à la gorge, là, et il brandissait le nouveau-né de l'autre côté. Et il menaçait de le jeter par la fenêtre. Je ne l'aurais peut-être pas fait, mais enfin j'ai eu très très peur. Ma grand-mère, elle lui serrait vraiment le kiki. Hein. Alors je me cramponnais à lui en disant, mais enfin monsieur, vous qui êtes, alors je le montais, je lui faisais beaucoup de compliments. Ouais, vous êtes un homme tout de même, enfin il a fini par se calmer. Et puis j'ai fait téléphoner pour qu'on envoie une ambulance, c'était pas loin de Balbigny, pour qu'on vienne chercher la maman et le bébé, parce que je ne pouvais pas les laisser. La maman avait eu très peur, elle avait peur qu'on les emmène à l'hôpital. Et la belle-mère est rentrée chez elle, moi je suis rentrée aussi, et je m'étais arrêtée à la poste, là, et on m'a dit, vous savez, vous auriez pu appeler au secours, personne n'y serait allé, parce qu'on le connaît très violent, on aurait eu peur. On a dit, heureusement que ça s'était terminé comme ça. Je me souviens d'une fois où je rentrais de Sainte-Foy-Saint-Sulpice, je traversais, pour que ce soit plus rapide, je traversais les bois de Palua, et à un certain moment, j'avais mon chien avec moi, et mon chien s'est mis devant moi, et il m'empêchait d'avancer. Alors j'ai compris qu'il y avait quelque chose, j'ai attendu, je regardais, j'étais pas tranquille, et puis brusquement, il s'est remis à côté de moi, et j'ai continué ma route, et je n'ai pas su ce qui s'était passé. Et puis, peut-être 2 ou 3 ans après, oui, bien 2 ou 3 ans, je me trouvais dans une maison, je faisais un accouchement, et le monsieur me dit, là, ah, vous m'avez fait peur il y a quelques années. Je vous ai fait peur, oui, oui. Vous rentriez en vélo, mais je ne savais pas que c'était vous, et moi j'étais en train de poser des collets, tu sais. Et puis une autre fois, du côté de la Croix-du-Lac. Alors là, j'ai eu vraiment peur aussi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures qui circulaient la nuit, avec les Allemands qui circulaient la nuit. Et à un certain moment, mon chien, encore une fois, il a écouté avant moi le bruit du moteur et il m'a fait m'arrêter. Alors à ce moment-là, j'ai écouté une voiture et comme c'était sur la nationale, la route de Rouen-à-Thiers était encore route nationale à l'époque, et je me suis allongé dans le fossé avec mon vélo et mon chien à côté de moi. Et effectivement, c'était une voiture d'Allemand qui passait. Et comme j'étais pas toujours en règle, parce qu'il fallait faire réviser son permis, je me souviens comment ça s'appelle en allemand, tous les mois à la commandanture. Et quelquefois, je ne pouvais pas descendre en Rouen et j'étais pas en règle. Et s'ils étaient bien virés, ils laissaient filer, mais ils auraient pu être de mauvais poil et m'embarquer avec eux. On ne savait jamais comment, encore à cette époque, on ne savait pas tellement comment ça se terminait quelquefois. Enfin, ces 2 fois-là, j'avais eu bien peur. On avait loué la maison de la maman du docteur Durantet, qui était très âgée, qui allait à ce moment-là aller habiter chez son fils. Et on avait loué cette maison parce que mon mari avait créé le dépôt de la CBA, ce qui est maintenant Gamme Vert. C'était en 47 même. Alors j'avais donc cette grande maison, et je continuais à faire mes accouchements à domicile, mais enfin, pas du tout l'intention. J'avais pris des renseignements pour monter une maison d'enfants, mais c'était très compliqué, j'avais abandonné. Et puis une nuit, on vient me chercher pour une de mes clientes de Saint-Germain, qui à cause c'était au mois de février en 49, qui était obligée d'aller accoucher à Feurs parce qu'elle n'avait personne pour la soigner, sa grand-mère venait de mourir, elle avait déjà 2 enfants, et je lui avais dit, bon, bah écoutez, venez me chercher dans la nuit, et je vous emmènerai à Feurs, et je vous accompagnerai. Et puis, quand on est arrivé place d'Agenetti, elle me dit, j'ai l'impression que ça va être là. Bon, je dis, ben écoutez, on va voir. Alors, je l'ai fait monter chez moi,
Et en passant devant ma cuisine, je tire une toile cirée qui était sur ma table, parce que je me dis, si en l'examinant, je lui fais faire les os, que ça n'inonde pas tout le lit, et puis je la mets sur un lit au premier étage, un lit qui était... Et effectivement, elle a accouché presque tout de suite, dans une chambre pas chauffée. Il pendait des saucissons, parce qu'on avait tué le cochon la semaine avant. Et elle a eu une belle petite fille, ça s'est très bien passé, et elle est restée chez moi quelques jours, je suis occupé d'elle. Alors ça n'a fait que... Ça a fait le tour de Saint-Germain, parce qu'il y avait à ce moment-là, il n'y avait pas besoin du tambour de ville, il y avait un vieux bonhomme qu'on appelait le Kik. Et ce Kik, il connaissait tout ce qui se passait à Saint-Germain, et c'était lui qui était chargé de propager toutes les nouvelles. Alors ça a été, oh, ben oui, la Jeanne, elle a accouché, elle est restée chez Madame Coquard, enfin bon. Tout Saint-Germain l'a su. Et puis alors comme il y avait quelques personnes, il n'y en avait plus une vingtaine cette année-là, puisqu'il y a dû y en avoir 27, et qui m'ont demandé pour venir accoucher chez moi. Alors ça a commencé, on a dit bon, on va faire quelques chambres, on a fait 3 chambres, mais avec 3 chambres, on ne pouvait pas avoir l'autorisation. Enfin, ça n'était pas remboursé par la sécurité sociale, parce qu'il fallait une salle d'accouchement et une pouponnière. Alors on s'est décidé à chambouler toute la maison et on a fait une salle d'accouchement, une pouponnière, une chambre commune, 3 chambres particulières, enfin. Et à ce moment-là, on n'avait pas l'habitude d'emprunter pour faire tout ça et on n'avait pas d'argent. Alors c'était vraiment les artisans germanois qui nous ont bien aidés, entre autres M. Vietti, le père de Jojo Vietti, qui a dû nous attendre plusieurs années pour qu'on finisse de payer nos dettes. Ils ont été très chics. Alors ça a très bien marché tout de suite, parce que je n'imposais pas d'heure de visite, on pouvait venir toute la journée, même très tard le soir, et pour les paysans des alentours, ça allait très bien, après leur travail, ils pouvaient venir voir leurs femmes. Il y en avait qui venaient quelquefois au moment des foins, à 9h du soir, ils arrivaient pour voir, mais ça n'avait pas d'importance. C'était comme ça, moi j'aime pas tellement les contraintes, alors je n'allais pas imposer les heures chez moi. Et puis le mari, c'était pas l'habitude à l'époque, le mari restait à l'accouchement, il assistait s'il voulait, et puis il pouvait rester, passer la nuit, la première nuit, même quelquefois plusieurs nuits, on mettait un matelas par terre dans la chambre, en fait c'était en famille, quoi, ça se passait très bien, et c'est comme ça que ça a marché pendant... de 49 à 72. Et puis il faut dire que j'ai eu des employés extraordinaires. D'ailleurs, quand elles n'étaient pas extraordinaires, elles ne restaient pas. J'ai essayé qu'il n'y ait pas de complications, c'est-à-dire que pendant les visites de ma cliente, les 3 visites obligatoires, j'étudiais bien son cas, et si j'avais quelques doutes, je l'envoyais passer une visite à Rouen chez un spécialiste. J'avais fait mes études avec le docteur Ambre, je le connaissais très bien, c'était un excellent accoucheur, un sale caractère, mais un bon accoucheur. Alors j'envoyais mes clientes passer une visite, et s'ils me disaient tu peux y aller, il n'y a pas de problème, bon, ben, j'écoutais, et s'ils me disaient non, ça risquait quelque chose, alors elles partaient à Rouen ou à Feur, ou dans une maternité. Et puis les médecins à cette époque étaient très compétents en matière d'accouchement, parce qu'ils avaient l'habitude d'accoucher les femmes. Alors quand il y avait besoin, je faisais appel à un des médecins de Saint-Germain qui posait un forceps, et puis on se débrouillait comme ça. C'était... On ne connaissait même pas le nom, tu sais, je ne savais pas ce que c'était la contraception, on ne prononçait jamais ce nom-là. Il y avait bien quelques méthodes, il y avait comme maintenant le préservatif, c'était pas les préservatifs actuels, mais enfin ça existait, mais c'était très peu employé. Et puis alors il y avait une méthode qu'on appelait la méthode Ogino, c'était une très bonne méthode, mais il y avait 40% d'échecs à peu près. Il y a eu beaucoup d'Ogino. Il y a beaucoup d'Ogino qui sont nés, oui. Dans cette méthode, il fallait calculer, d'après la fin de ces règles, du 10e au 17e jour des règles, après les règles, c'était une période où il fallait s'abstenir parce que c'était là. Au moment, il y avait un jour, il n'y avait qu'un seul jour, mais c'était là, d'ovulation, alors on faisait très large pour être tranquille.
Mais c'était pas, ça pouvait pas. On ne pouvait pas s'appliquer à toutes les femmes parce que c'était quand même très compliqué. Et puis ce calcul, et puis il y avait beaucoup d'hommes qui ne se seraient pas abstenus pendant une semaine. Alors j'avais des clientes, celles surtout qui étaient surchargées d'enfants, qui m'écrivaient. J'ai eu mes règles ont fini tel jour, alors je leur répondais, alors de telle date à telle date, faites attention. J'ai fait ça pendant quelques années. Puis il y avait une méthode qui réussissait bien mieux, parce qu'il y avait 90% de succès, mais ça ne s'adressait pas à n'importe qui, c'était assez compliqué, il fallait prendre sa température tous les matins, et il y avait un jour où il y a une période où la température changeait, de 37 elle passait à 37,2 en principe, et c'était la période de l'ovulation. Alors là, on avait 3 jours où il fallait s'abstenir, mais c'était très efficace puisqu'il y avait 90%. Mais aller demander à des femmes qui avaient des enfants, il ne fallait pas se lever la nuit parce qu'à ce moment-là, la température changeait. Alors, aller demander à des femmes qui avaient des enfants qui pleuraient de ne pas se lever, ça s'adressait vraiment qu'à une certaine catégorie de gens, c'était pas très employé. Et puis après, bon ben moi je n'ai pas connu la pilule, parce que quand j'ai arrêté, on en parlait tout juste. Vous avez bien de la chance, parce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez programmer les enfants, ils sont tous désirés, il y a beaucoup moins de familles nombreuses, tous les enfants sont beaucoup plus heureux, à mon avis. Et voilà, j'ai terminé mon métier de cette façon-là, sans pilule, sans contraception, sans rien. Mais c'est un beau métier, on me dit quelquefois c'est une vocation. Non, c'était un beau métier que j'ai bien aimé. J'ai pas du tout regretté ma place d'infirmière dedans. Et comme disait le vieux docteur Boel, dont vous connaissez, vous avez la rue qui porte son nom, là, il habitait dans cette rue-là, et il disait toujours, ah, moi avant un accouchement, j'aurais donné ma peau pour rien, mais après un accouchement, je ne la donnerais pas pour un empire. Tellement il était heureux de ce qu'il avait fait. Oh, le doux bruit des berceaux que bercent les mers, comme le vent des clairières berce les oiseaux, la douce chanson que par les nuits claires, alentour de moi, j'écoute périr au bruit des berceaux que bercent les mers. Tous les cœurs humains devraient s'endormir. Oh, le doux bruit des berceaux que bercent les mers, comme les vagues amères bercent les vaisseaux. La peur du naufrage et l'horreur des guerres hantent les berceaux et les font gémir au bruit des berceaux que bercent les mers. La guerre et les flots devraient s'endormir.